L'arrivée de Shein au BHV a provoqué le départ d'une dizaine d'enseignes, mais a aussi attiré ce matin plus d'une centaine de curieux. En parallèle, autre polémique pour Shein, celle sur les poupées à caractère pédopornographique. L'une d'entre elles a été découverte dans un colis dans les Bouches-du-Rhône. Le destinataire du colis a été interpellé et placé en garde à vue. L'homme de 56 ans est déjà connu pour des affaires de mœurs. Une nouvelle page s'ouvre à New York avec l'élection de Zoran Mamdani au poste de maire de la ville. Le démocrate a recueilli plus de 50% des suffrages, loin devant son principal adversaire, l'indépendant Andrew Cuomo. Pour la première fois, la ville de New York va être dirigée par un maire de confession musulmane. Parmi ces mesures, le gel des loyers des logements réglementés et la gratuité des bus et des crèches municipales. Et puis, la saison des prix littéraires se poursuit. Emmanuel Carrère reçoit le prix Médicis pour son ouvrage Kolkhoz, un livre qui se concentre sur sa mère, Hélène Carrère d'Ancos. Emmanuel Carrère a déjà reçu le prix féminin en 1995 et le Renaudot en 2011. Voilà pour l'info. Excellent après-midi à vous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes ensemble sur Sud Radio pour parler du couple avec Philippe Breneau qui est avec moi. Donc, je fais couple avec Philippe Breneau durant ces 2 heures. Et on se pose la question, qu'est-ce qui fait couple ? C'est la question du jour parce que le couple, si on regarde un peu dans l'histoire, eh bien, au siècle dernier, il se fondait pour former une famille et pour s'aider matériellement. À la fin du siècle dernier, le couple se formait par amour. Et c'est vrai que les mariages de raison n'existent pratiquement plus, en tout cas en France. Mais c'était pas le cas dans bien des régions du monde, puisqu'il y a encore dans beaucoup de pays du monde même des mariages forcés. Et, enfin, on va pas parler de tout ça, bien sûr, on va parler de ce qui se passe en France. Qu'est-ce qui fait couple en France ? Et c'est la réponse que va nous donner Philippe Breneau dans un instant. Alors moi, personnellement, Brigitte, j'avoue que j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Alors je vous entends me parler de plus en plus de trouble, c'est-à-dire un couple à 3, en quelque sorte. On entend aussi parler de polyamour et donc on peut se poser la question, est-ce que le couple à 2, un couple traditionnel, est-ce qu'il a encore un avenir ? Moi j'ai pourtant envie d'y croire et si vous croyez encore au couple, eh bien peut-être que vous avez envie d'en témoigner. Et puis si vous formez un trouble en ce moment, eh bien j'aimerais vraiment vous entendre et que vous me racontiez comment ça se passe. Notre numéro c'est le 0826 300 300. Vous pouvez également, si vous le voulez, envoyer un SMS, Brigitte, avec votre message au 7 20 18. Philippe Breneau, vous êtes anthropologue, donc ça c'est important parce que c'est un métier qui étudie l'humanité depuis la nuit des temps. Et puis vous êtes également psychiatre et sexologue et auteur de nombreux ouvrages. Et d'ailleurs, vous avez écrit « Pourquoi c'est si compliqué l'amour ?» Et comme aujourd'hui, on se met ensemble par amour, forcément c'est compliqué de rester ensemble. Mais oui, bonjour Brigitte et bonjour à tous. C'est une question très intéressante parce qu'elle n'est jamais posée. On a l'impression, c'est normal, c'est naturel de vivre en couple. Donc, on ne pose pas la question, qu'est-ce que c'est que faire couple ? Vous avez dit, qu'est-ce qui fait couple ? Moi j'ai entendu, qu'est-ce que faire couple ? D'abord, les gens ne se posent pas la question parce que tout le monde fait couple apparemment. Ça me rappelle une réflexion passionnante d'un psychanalyste anglais qui avait fait une petite monographie sur l'amour. Et il y a beaucoup de réflexions comme ça qui venaient, comme des phrases qui rythmaient le livre. Et alors il vous dit ceci, c'est Darian Leader, si ça y en a qui s'intéressent, c'est facile à retrouver. Darian Leader nous dit, la plupart des gens ne vivraient pas en couple s'ils n'en avaient jamais entendu parler. Ouais, c'est intéressant, oui. Et oui, c'est-à-dire que ça, on le sait très bien, tous les thérapeutes le voient. C'est-à-dire que, par exemple, on répète aussi le couple de nos parents, de nos proches, ou on le répète pas. On essaye de faire autrement. En tout cas, avec un modèle, voilà. Lorsque, par exemple, il y a des sociologues qui ont suivi, des anthropologues aussi, qui ont suivi les communautés hippies qui vivaient dans les années 60 dans la côte ouest des États-Unis, qui déconstruisaient la société. Ils vont vivre en groupe, dans lequel ils sont amants de l'un, de l'une, et ainsi de suite. Et les enfants sont les enfants du groupe.
les psychologues ont suivi ces enfants, qui aujourd'hui sont des adultes, mais qui n'arrivent pas à faire couple. C'est bien difficile pour eux de faire couple, ils n'en ont jamais vu. Ils ont vu un groupe dont ils étaient issus. Et je crois qu'il y a d'abord ça, le fait que si c'est ainsi, si on se fait couple que parce que on a vu des couples. Moi, c'est vrai que mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes étaient en couple. Donc j'ai dû le répéter, parce que je vis en couple, effectivement. Mais ça amène une autre idée, c'est que donc le couple, ça s'apprend. Puisqu'on peut ne pas l'apprendre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que actuellement on voit énormément de familles monoparentales, donc qui élèvent, c'est-à-dire c'est un individu, homme ou femme, qui élève seul ses enfants. Donc est-ce que ces enfants pourront former un couple? La question se pose. Alors c'est vrai que dans les couples, dans l'éducation monoparentale, très souvent la mère, quelquefois ça peut être le père, va avoir un partenaire ou va avoir, et ils vont construire. Et puis d'abord ils vont voir autour d'eux. C'est pas la même chose peut-être que ces groupes qui étaient formés ainsi. Oui. Mais derrière il y a l'autre chose que j'avais entendue qui était faire couple. Moi je crois qu'il y a dans faire couple, et c'est important pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, dans faire couple il y a le fait de faire, de construire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là le couple ça s'apprend, je disais tout à l'heure, le couple ça se construit. Donc c'est comme une maison, il y a des fondations, ensuite les étages, une toiture. Oui, mais en tout cas ça se co-construit, c'est-à-dire ça se construit à deux. Il faudrait que ce soit proactif. La plupart des gens ne construisent pas forcément le couple. On se laisse aller à ce qui vient avec l'autre qu'on a choisi. Mais en définitive, quelque temps après, l'un ou l'autre se rend compte qu'on est en train de répéter. Souvent les couples parentaux de chaque côté qui vont s'opposer quelquefois. Alors je crois qu'il faut réfléchir à ça, et on le voit très bien dans les très jeunes générations aujourd'hui. Il y a des jeunes qui viennent consulter. Moi j'ai des couples de moins de 30 ans, ils sont ensemble depuis quelques années. Ils ont peut-être des parents séparés, ils ont vu que c'était pas si facile. Ils viennent consulter, mais un peu comme ce qu'on devrait avoir, une sorte d'école du couple. C'est-à-dire, ils viennent dire, on n'a pas envie de se séparer dans 10 ans, alors qu'ils voient bien qu'il y a dans les mariages religieux, souvent, avant, il y a, enfin, de moins en moins, mais il y avait quand même une réunion avec le rabbin ou l'imam ou le prêtre qui expliquait ce que ça signifiait de se marier et comment on pouvait réussir son couple. Mais Philippe Brenaud, je vous propose de réfléchir. Moi, j'ai étudié et j'ai la réponse. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de couples qui se séparent? Quelle en est la raison principale? On donne la réponse dans un instant. Je vais chercher. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Gaston Lagaffe, héros de gauche. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On parle du couple aujourd'hui. Vous êtes en couple ou au contraire, vous ne voulez pas être en couple? Eh bien, Philippe Brenaud vous invite à témoigner et moi aussi, je vous invite à témoigner. Alors, la question que je posais, pourquoi aujourd'hui il est de plus en plus facile de se séparer? Quelle est la raison sociologique? Vous avez une idée, Philippe Brenaud? Il est le plus facile de se séparer. Moi, je me demandais pourquoi il y avait de plus en plus de séparations. J'ai plutôt réfléchi à ça. Alors je réponds à ce que j'avais entendu. Il y a de plus en plus de séparations parce que quand on se rencontre, c'est qu'à ce moment-là, il y a une certitude. Non. La raison, elle est très très simple. C'est une raison un peu sociologique. Non, mais je me suis renseignée. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent. Et donc, elles ont la possibilité de vivre seules puisqu'elles gagnent de l'argent. Alors qu'avant les années 80, on va dire, pour simplifier les choses, c'était compliqué pour elles. Parce que si elles divorçaient, elles se retrouvaient sans revenus. Donc, beaucoup de femmes restaient malgré tout. Et ça a été un événement qui a beaucoup changé les choses. Mais bien sûr, je suis complètement d'accord. Et c'est l'anthropologue, alors qui complète. Vous avez, dans les traditions, d'habitude, les femmes ne pouvaient pas divorcer puisqu'elles étaient à la maison, elles n'avaient pas de revenus. En Ouganda,
traditionnellement, les femmes avaient possédé des terres et revenus de leurs terres. Il y avait 30% de divorces dans la tradition. C'est-à-dire que le fait même, c'est exactement ce que vous dites. On voit bien, oui. Que le fait d'avoir les moyens de subsister. Et c'est pour ça que je disais en intro que beaucoup de mariages à l'époque, c'était aussi des mariages pour matériellement aller mieux. Hein. Et d'ailleurs, on voit bien que ça coûte plus cher de vivre seul que de vivre en couple. Oui, bien sûr. Évidemment. On va donner la parole à David qui nous rejoint et qui a envie de donner son avis. Bonjour David. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour David. Je suis un peu d'accord avec vous deux et j'ajouterais peut-être un point complémentaire, c'est le poids social au sens de la norme sociale, oui, qui faisait que peut-être il y a une 50aine d'années, divorcer, c'était tabou. Je me souviens très bien de la chanson sur les divorcés de Michel Delpech, qui faisait presque scandale. Alors que quand on l'écoute aujourd'hui, elle fait pas du tout scandale, parce qu'on parlait de choses qui étaient un peu encore tabou, pas bien. Les gens divorcent et donc c'était mal vu et assez mal jugé. Donc et pour rebooter à ce qu'avait commencé Philippe sur le fait que les gens, quand ils se rencontrent, ils ont peut-être des idées en tête, mais qui ne sont pas tout à fait liées avec la réalité et avec le temps qui fait que chacun change. On se rend compte au bout de quelques années que finalement la vie au quotidien n'est pas aussi incroyable qu'on l'avait espéré ou même vécu au tout début. Je pense que ça a de tout temps été comme ça, mais qu'on avait peut-être un petit peu son affaire. Et que quand on prend d'ailleurs les lectures du 19e siècle des écrivains français, on s'aperçoit que, par exemple, les hommes sont à la maison, ils font des familles et ont des enfants, mais ils ont une vie affective avec des cocottes. Quand ils sont riches, à qui ils font des hôtels particuliers à Paris, et donc ils vivent en dehors du cercle familial et du couple, un amour ou une passion amoureuse. Et donc je pense qu'aujourd'hui, là on est face à des choses le cadre est moins strict et rigoureux et le chemin est moins balisé. Et donc chacun doit trouver sa place. Pour moi, le couple, il a potentiellement plein de formes d'expression. Et c'est à chacun peut-être de se positionner avec peut-être une certitude, c'est que moi je suis un pratiquant du couple, mais en sachant que il est potentiellement fragile et en tous les cas, je n'en pas la sécurité absolue en se disant si je fais 1 + 1 + 2, à la fin j'aurai bien le bon compte là-dessus et c'est parti pour 30 ans de vie commune ou toute une vie entière. Les gens changent et je change et peut-être qu'à un moment donné je peux me retrouver à rendre malheureux ma compagne ou que ma compagne me rende malheureux. Et est-ce que ça a du sens de s'enferrer dans un malheur lorsqu'il devient structurel? Je ne parle pas d'une crise de couple ou d'une mésentente. Vous avez raison, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le couple c'est 1 + 1 = 3, parce que c'est deux individus qui doivent former un couple. Et quand il y a trop de divergences dans le couple, à un moment donné, le 3, il est bancal, quoi. Et à ce moment-là, peut-être en effet qu'il vaut mieux se séparer. Encore une fois, moi je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse se séparer. Mais de là à se séparer trop vite pour des raisons qui sont peut-être pas suffisantes. Oui, c'est aussi parce que là, on est en train de parler, on est en 2025. En 2020, on parlait pas en 2000, pardon, on ne parlait pas pareil. Et bien sûr, en 90, c'est-à-dire que regardez, tous les trois, puisque nous sommes trois à parler en tout cas là, on pèse avec relativité, avec tranquillité, enfin sans passion, le fait que si ça ne va pas, il n'y a pas de raison de poursuivre les souffrances de l'un ou de l'autre, si l'un ne le désire pas. Mais ça, c'est très nouveau. Et dernier mot, moi j'exerce dans un quartier de Paris où il y a pas mal de gens de confession. Il y a des catholiques un petit peu stricts, quelques-uns, et c'est un quartier où il y a une population juive importante. Il y a des gens issus de l'émigration aussi. Tous ces gens-là me disaient en 2000, s'il y a des difficultés, de toute façon, nous resterons ensemble. Ce qui était important, au-delà d'ailleurs de la religion, c'est la communauté, et ça on va pas là. Eh bien, depuis une dizaine d'années, oui, vraiment 2010, on le voit sûrement, l'influence de la mondialisation, les réseaux, ainsi de suite. Si ça ne va pas, on va se séparer. Au-delà d'une communauté de culture qui était plus importante.
Et donc là, on voit bien l'importance aussi de la société dans laquelle on baigne. Ça devient plus banal de se séparer, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. David, vous êtes en couple depuis combien de temps, vous ? Là, ça fait 8 ans qu'on est mariés, et 9 ans qu'on est ensemble. 9 ans que vous êtes ensemble, oui. Donc on a 3 enfants. Et vous avez eu 3 enfants ? Oui. Et donc, pareil, la notion de couple, elle peut être très éphémère, mais c'est vrai que, par exemple, moi, je n'imagine pas où ça serait très compliqué, justement, d'avoir un projet de famille et surtout d'enfants seul. Oui, bien sûr. Voilà, oui. Je pense que... pour un homme, de toute façon, c'est difficile. Hein. Pas facile. Oui, ou facile quelque part. Parce que non, aujourd'hui, tout est possible. Meilleur par toi-même et en fait un peu coucou. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'amour a multiples facettes et puis on peut aimer, moins aimer, c'est une aventure. Quand il y a un engagement autour d'une famille, je pense qu'on a intérêt quand même de vraiment avoir un peu de maturité autour de ce qu'est notre couple et justement le 1+1 et 3, parce que 3 enfants, dont des enfants bas âge, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Je m'investis beaucoup auprès de mes enfants, mais par contre, je m'imagine par exemple, j'ai beaucoup d'admiration quelque part pour les mères célibataires ou les papas célibataires, enfin les gens qui en solo élèvent des enfants, même un. Pour moi, c'est de façon beaucoup plus compliquée que d'en élever 3 à 2, puisque en termes de partage de charge émotionnelle, de charge mentale, de concentration, vraiment à 2, on s'épaule l'un l'autre pour. Vous avez l'un et l'autre la possibilité de faire de temps en temps des pauses repos. Exactement. Quand on élève seul un enfant ou à plus forte raison plusieurs, c'est impossible. C'est en effet une charge énorme. Oui, alors que souvent, je connais beaucoup de couples que j'ai vus dans lesquels un enfant a été fait pour solidifier le couple. Quand il y avait un petit peu d'incertitude, c'est vrai que souvent, l'un des deux peut fantasmer que ça va nous faire rester ensemble. Pas forcément si les conditions qui ont amené à un petit peu d'éloignement sont restées les mêmes, bien sûr. C'est sûr que j'y crois un peu moins. L'enfant médicament, j'ai jamais tellement été. Non, ça marche pas. C'est évident que ça marche pas parce que si on fait un enfant pour sauver le couple, non, c'est parce qu'on s'aime et qu'on croit à son couple que. Alors David, est-ce que vous avez construit le couple à 2 ? Parce que moi, je crois que c'est une idée qui m'intéresse. Le fait qu'on co-construise 2 personnes, c'est-à-dire y avoir réfléchi, en avoir parlé. Vous l'avez certainement fait. Ah oui, parce que oui, bien sûr. Alors on ne le fait pas. Des charges, hein. Ça n'a pas été. On répond à un QCM et puis on fait un tableau Excel, on fait les plus, les moins, etc. Mais je dirais, ce qu'il y a de particulier dans mon couple, c'est qu'on a eu une période pratiquement 1 an et demi où quelque part j'ai fait ma cour, en quelque sorte, un peu dans cette façon, dans le sens où on n'était pas ensemble, mais on se voyait régulièrement et voilà. On a appris à se connaître et à partager, et je pense que c'est au travers d'ailleurs de ce partage qu'est née cette possibilité d'être couple, parce que je dirais que spontanément d'un seul coup, je pense que ma compagne à cette époque-là ne m'envisageait pas tout de suite comme un compagnon momentané ou pérenne. C'est plutôt dans la durée qu'elle s'est dit, finalement j'ai avec lui une bonne relation, c'est intelligent, c'est drôle, mais c'est aussi léger et surtout affectivement stable. Il n'y a pas de saut d'humeur, il n'y a pas de manipulation. Mais ce qui est pas plus mal, parce que parfois le coup de foudre, ça aveugle tellement que quand on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment fait pour être couple. Qu'est-ce qui vous semble plus difficile, à vous, David, justement de construire son couple et de faire que ça aille bien? C'est la chanson de Le Forestier sur la rouille, qui au quotidien peut potentiellement commencer à se poser sur toutes les choses précieuses que l'on a, et dont le couple en particulier. Donc oui, le quotidien, c'est quelque part un tue d'amour. Il y a une chanson de Benjamin Biolay qui s'appelle
Brand Rhapsody, qui est absolument horrible, parce que vous avez, c'est une chanson un peu en flamme, où il commence par des SMS enflammés d'une première nuit d'amour pour finir par un divorce, avec des SMS qui deviennent au fur et à mesure de moins en moins enflammés et de plus en plus quotidiens et alimentaires, du type n'oublie pas le pain, ou passe prendre le petit chez ta mère, etc. etc. Donc oui, c'est comment continuer d'enchanter le quotidien. Et quand je dis enchanter le quotidien, c'est pas forcément sortir de grands jeux tous les soirs. Non, mais c'est échapper à la routine, en fait. Voilà. C'est ça. Et aussi, peut-être être reconnaissant soi-même du bonheur que l'on a d'être ensemble. Et une chose toute simple, c'est que régulièrement, je fais des petits messages destination de mon épouse sur quelque chose qui m'a plu, parce que sinon ces choses qui peuvent plaire et qui sont parfois anodines ou légères ou pas si incroyables que ça, elles sont quand même ultra importantes, et de l'écrire et moi-même de le formuler me permet de me nourrir de cet amour. Oui, puis surtout de transmettre, parce que souvent l'autre dans le couple ne sait pas ce qui est ressenti. Et c'est formidable ce que vous dites, surtout venant d'un homme, c'est-à-dire, par moment, j'envoie des petits messages me disant, ben voilà, j'ai ressenti ceci ou cela. Je crois que c'est un message à tous les auditeurs, qui ont pouvoir transmettre ses émotions. C'est une des lacunes masculines les plus importantes. C'est un beau langage de l'amour, comme on dit souvent. Merci beaucoup, David, de ce témoignage. Dans un instant, le Love Conseil, justement, c'est prendre soin de son couple. Et vous verrez, d'ailleurs, David a déjà donné un des conseils qu'il y a dans ce Love Conseil, mais j'en ai d'autres, vous allez voir. Et si vous les suivez à la lettre, il y a toutes les chances que votre couple dure toute sa vie. Et Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Brenaud, David nous a déjà donné le premier de mon Love Conseil. Mais moi j'aimerais bien connaître les autres apparemment. Oui, mais vous en avez peut-être d'autres. C'est justement d'envoyer un petit SMS de temps en temps, pour, par exemple, rien que pour faire un compliment. Ça a l'air bête, mais regardez, vous passez la soirée avec votre cher et tendre, et le lendemain vous lui envoyez un SMS en lui disant, mais hier soir, qu'est-ce que tu étais jolie. C'est un petit truc, mais je vous assure que ça rapporte gros. Bien sûr. Ça rapporte gros. Bref, en tout cas, ce qui est important, c'est déjà de se consacrer au moins, je vais être très large, mais il faudrait que ce soit au moins une fois par semaine. Mais on va dire au moins une fois par mois, un moment en couple, c'est-à-dire tous les deux, sans des amis, sans les enfants, sans la famille, pour juste recimenter les amants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire l'amour, mais au moins avoir une fois par mois une parenthèse qui vous permet de vous retrouver tous les deux. Vous êtes d'accord avec ça? Votre prudence, Brigitte, puisque vous avez dit toutes les semaines, tous les mois. Oui, parce que beaucoup de couples n'y arrivent même pas. C'est fondamental. C'est fondamental et donc c'est important. Et il faut le programmer, parce que sinon vous allez laisser passer les semaines et un an après vous n'aurez toujours pas passé votre soirée ensemble ou votre après-midi ensemble. Pourquoi pas? C'est pas obligé que ce soit une soirée, mais en tout cas au moins 2-3 heures ensemble. Ensuite, l'idéal c'est d'avoir une petite passion commune ou en tout cas une occupation commune, autre que regarder la télé, se nourrir ou s'occuper des enfants. Ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être d'aller au cinéma, ça peut être d'aller se promener, ça peut être de faire de la moto, ça peut être de travailler dans une association, mais quelque chose en commun, parce que on le voit, les couples qui, par exemple, ont comme projet, quand ils se marient, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, le jour où les enfants sont là, la maison est là, pas suffisant. Et le couple commence à mourir. Donc c'est vraiment important d'avoir une passion commune. Ensuite, moi j'aime bien l'idée de revivre de temps en temps ces souvenirs communs. Par exemple, de repartir faire un week-end là où vous vous êtes rencontrés. C'est une sorte de pèlerinage qui marche bien. Alors vous pouvez aussi regarder des photos de votre propre histoire. Et puis, bien sûr, ça paraît bête, mais pensez à vous dire bonjour et bonsoir tous les jours. Parce que sincèrement, quand vous en avez un des deux qui rentre et que vous faites partie des meubles et qui vous dit même pas bonjour ou bonsoir, vous avez quand même toutes les chances que petit à petit le couple se délite. Voilà, et puis bien sûr respecter le jardin secret de l'autre et puis avoir un minimum d'intimité. Si on fait tout ça,
Normalement, le couple, il doit durer. Ça fait beaucoup, peut-être. Moi, j'insiste sur ce que vous venez de dire, là, par exemple. Se dire bonjour ou bonsoir tous les jours. On n'en parle jamais. Et c'est tellement vrai. Parce que la banalisation du quotidien, j'ai pas besoin de te dire bonjour ou bonsoir, puisqu'on est tout le temps ensemble. Oui, mais à ce moment-là, on va devenir des étrangers, ou alors on va se familiariser, et ça a été utilisé dans ce terme, tellement qu'on sera devenu, en tout cas, plus des amants. Non. On est de la famille, donc on se dit pas bonjour ni bonsoir, mais je vois pas comment on pourrait se rapprocher, parce qu'à ce moment-là, dans la famille, il y a une dimension anti-proximité. On fait pas l'amour dans sa famille. Hein, si on laisse s'installer le fait d'être famille dans un couple, on va s'éloigner. Donc voilà, j'espère que vous avez pris les notes. Bien. Sinon, vous pouvez réécouter en podcast. De toute façon, à tous les moments, vous savez que sur les applis Sud Radio, vous pouvez nous écouter ou réécouter parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de prendre toutes les notes. Et puis, c'est le moment de vous faire un joli cadeau grâce à Passage du Désir. Vous pouvez gagner ce pack de 5 jouets, dont des accessoires Passage du Désir. Et vous commencez à connaître un peu le principe. Vous envoyez un SMS, vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Bonne chance à tous. L'un d'entre vous, évidemment, repartira avec ce pack de 5 jouets. Mon portable. Non, Philippe, vous n'avez pas le droit de jouer. C'est réservé uniquement à ceux qui nous écoutent. Demain, vous pouvez écouter Sud Radio et puis vous pourrez jouer. Je vais écrire Brigitte. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Nathalie. Donc, je suis ravie de vous avoir et donc moi je souhaitais apporter mon témoignage concernant mon couple qui est un couple récent tout de même. Donc j'ai passé la cinquantaine, j'ai été mariée 2 fois, ça a été deux échecs, mais je pourrais dire que j'en ai tiré une bonne expérience. Même si mon deuxième mariage a été plutôt compliqué, voilà. Mais j'ai toujours eu envie, et ça je crois que l'envie est importante, de vivre une histoire d'amour complète. Complète, c'est-à-dire épanouie, où je trouverais de la complicité, où tout serait une évidence. Et donc j'ai rencontré pas mal d'hommes dans ma vie, j'ai souvent été déçue, mais j'en ai toujours tiré des leçons. Je crois que toute cette expérience a fait que j'ai appris à me connaître. Et bien que j'ai eu envie, j'avais ce désir-là de couple parfait en tout début de toute jeune adulte, je l'ai trouvé après 50 ans. Donc aujourd'hui, je vis une histoire d'amour comme je l'ai toujours rêvé. Et tout ce que vous avez dit dans vos conseils, il se trouve que nous l'appliquons tous les deux. Alors, en fait, lorsque l'on s'est rencontrés, ça nous a semblé être une évidence, déjà. Et tout est basé sur la confiance, la complicité, les rires, une sexualité hyper épanouie. Et tout ça parce qu'on parle. On se dit de belles choses, on se dit qu'on s'aime toute la journée et on ose le dire. Voilà, on ose se dire que on se trouve. Alors, beau, je vais, voilà. Nathalie, je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de savoir. Elle n'est pas depuis très longtemps avec lui, c'est pas possible. Alors justement, je pose la question. Ça fait 2 ans. 2 ans, oui. On est encore dans le. Pas forcément, moi je dirais. Alors, Non, moi, mais ce que oui, non, mais je pense que ça va bien parce que vous communiquez beaucoup, donc je suis pas inquiète pour vous. Mais il est vrai que 2 ans, c'est encore un peu le moment où on est dans l'amour. Hein. Oui, on est dans l'amour, mais il y a aussi tout ce que l'on a pu mettre en place dès le début. C'est-à-dire qu'il y a un profond respect et on ne débordera jamais. Par exemple, alors je vous donne un exemple tout bête, mais s'il sait que lorsque j'avais un ex-compagnon ou un ami avec qui j'avais une relation qui était dans mes amis, par exemple Facebook, il m'a dit je n'apprécie pas tellement, est-ce que moi je mets mes anciennes... J'ai dit en effet, c'est pas très sympa, donc je vais retirer mes ex. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. En fait, on en parle simplement et on fait en sorte de toujours être très respectueux vis-à-vis de l'autre.
ce qui est important aussi, vous parliez tout à l'heure de mots gentils, par exemple, c'est mettre l'autre en confiance. Moi, je sais que, par exemple, sur le plan intime, il me dit tout le temps que il adore mon corps, mais ça c'est à chaque fois, même si mon corps est loin d'être parfait, avec des défauts, des cicatrices, etc. Mais s'entendre dire ça, ça permet d'être à l'aise et on a encore plus envie de faire l'amour. Et même s'il y a des moments où moi, à mon âge, après une ménopause, j'ai moins envie, mais c'est tellement, ça donne envie. Enfin voilà, il sait me donner envie et moi j'essaie d'en faire autant. Et voilà, on arrive à trouver un équilibre surtout. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, et c'est pour ça que quand vous dites que c'est le début, parce que moi j'en ai eu des débuts et pourtant ça n'a jamais été ça. Pour la première fois de ma vie, je me dis, là je suis à la bonne place. Bien sûr, mais je suis, enfin, dans ce que vous dites, on l'imagine tout à fait. Mais d'abord parce que vous avez mis les choses essentielles, c'est-à-dire la communication, la confiance, le respect, la capacité aussi de dire à l'autre ce qui ne va pas. Et ça, c'est pas toujours facile dans un couple. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, on se parle facilement. On se dit aussi, quand on n'a pas envie, que l'autre fasse quelque chose, on se le dit. Mais on se dit aussi que, alors ça a été dit très très rapidement quand on s'est rencontrés. Lui m'a dit et ça m'a rassurée. C'était peut-être le premier homme dans ma vie qui m'a dit ça, qu'il voulait construire quelque chose de sérieux. Et c'était, il se projetait à long terme. Et ça pose les choses immédiatement et on se dit, on peut s'investir pleinement. Alors justement, je vous pose la question, est-ce que vous avez prévu de vous marier ? Moi, j'aimerais, oui. Oui, lui, et pourquoi lui. Et pourquoi vous aimeriez ? Parce que ça correspond tout à fait à ce que je m'imaginais du mariage. Bien que j'ai été mariée deux autres fois, mais il me manquait toujours cette complicité et un réel amour que je n'ai pas retrouvé, que je n'ai pas ressenti avant. Et là, je me dis ça correspond totalement et j'ai envie de porter son nom. Et ça prend du sens. Le mot mariage prend du sens. Alors Nathalie, à la fois, je suis d'accord avec tout ce que vient de vous évoquer Brigitte, puis de dire effectivement, vous êtes dans un couple récent qui a 2 ans, ok. Peut-être que les conditions sont différentes parce que, regardez, vous avez au-delà de 50 ans, je crois que vous avez dit, lui aussi, j'imagine. Vous avez, j'imagine, des enfants et peut-être lui aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et ces enfants sont sûrement autonomes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rencontrez dans une situation tout à fait différente. C'est-à-dire, c'est comme une rencontre à 20 ans, sans avoir besoin de faire les enfants, ou une rencontre à 30 ans sans les enfants. Qu'est-ce qui va gêner énormément de couples ? Ça va être ce qui se passe avec les enfants, et surtout que souvent, maintenant, je vois les couples recomposés dans l'entente des enfants entre eux, de personnes avec les enfants de l'autre, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans une configuration qui est... Alors, il y avait beaucoup de chansons, puisque tout à l'heure, David nous évoquait des chansons qui rythmaient sa façon de concevoir le couple. Mais il y a eu beaucoup de chansons qui disaient tiens, on se retrouve comme à 20 ans. Parce que c'est un petit peu ça. On a souvent l'impression, mais moi je crois que dans la post-ménopause, beaucoup de choses peuvent être libres parce que une grande part de la vie a été vécue, on va l'inventer autrement, mais c'est peut-être un autre état de couple qui peut avoir une solidité. Oui, et puis je crois que Nathalie et votre compagnon, c'est pareil, vous avez fait des erreurs, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et là, vous vous êtes rencontrés avec le même projet de couple. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en effet, le fait de ne plus avoir d'enfants, nos enfants, on a encore des enfants étudiants, mais qui vivent loin de nous, puisqu'enfin ils font leurs études assez loin, mais on se protège aussi vis-à-vis de ça, vis-à-vis des regards que pourraient avoir les enfants, parce que moi, mon fils aîné m'a dit, mais quand je lui ai dit que
pour moi, je considérais que voilà, c'était l'homme de ma vie, que j'espérais me marier. Mon fils a été étonné en me disant mais ça t'a pas servi ce que tu as vécu avant. Bah, c'est surtout qu'il il s'est dit mais c'est pas moi l'homme de la vie de ma maman. Mais je crois aussi que c'était vrai, parce que ça vous a servi, c'est-à-dire tous les deux vous avez appris de la vie et vous arrivez avec une expérience. C'est en cela que le couple s'apprend. Ben, ce troisième couple pour vous, deuxième ou autre pour lui, vient avec votre expérience, c'est-à-dire ça s'apprend, et certainement qu'il sera beaucoup plus solide d'une autre façon, parce que vous avez appris chacun de la vie conjugale. Eh bien, merci beaucoup de cet enthousiasme pour la vie de couple, Nathalie. Ça fait du bien. Je vais faire une petite pause et puis on va revenir sur justement combien il y a de mariages par an, combien de divorces. Vous allez voir, le mariage a quand même encore de beaux jours devant lui. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, je voudrais donner votre numéro de téléphone à l'antenne. Oui, bah vas-y, donne-le. Alors c'est le 06 32 94 29. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Breneau, on fait un peu le point sur le couple aujourd'hui en 2025. Alors j'étais assez surprise parce qu'il y a encore beaucoup de mariages tous les ans, autour de 250 000 par an, c'est pas rien. Et alors en divorce, il y en a à peu près 120 000, ce qui fait donc... à peu près 40%, un peu plus. Bon, voilà. Donc, on pourrait dire qu'on a un peu plus d'une chance sur deux de rester marié, si je fais un raccourci. La chose qui est surprenante, c'est qu'il y a un nombre de Pacs chaque année, et le nombre de ruptures de Pacs est à peu près dans la même proportion que la rupture des mariages. Ah oui, c'est intéressant. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je l'ai regardé à plusieurs reprises. Il y a toujours une sorte de même proportion d'union, qu'elle soit maritale, qu'elle soit de Pacs, qui se font et qui se défont chaque année. La proportion est très difficile parce qu'on dit souvent un mariage sur deux, tel endroit se sépare. C'est plus compliqué parce que il faut les calculer sur la longueur et c'est pas aussi simple que ça. Mais il y a un nombre stable de séparations, c'est-à-dire qu'on est parti des années 60 où il y avait à peu près zéro, très peu de divorces dans les années 50. Et aujourd'hui, une proportion qui est à peu près stable, un peu. Je me permettrais de dire comme si la société sécrétait un certain nombre parce qu'il pourrait y avoir des histoires individuelles et qu'une année, il y ait énormément de séparations, une autre, énormément de mariages. Non. C'est quelque chose qui est à peu près stable. Il paraît que pendant l'après-Covid, il y a eu un tout petit peu plus de séparation. Mais c'est pas aussi flagrant que ça. Christian, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Christian. Très heureux de participer nous aussi, à cette émission, surtout sur ce thème, parce que je dois être un cas particulier. Alors, vous êtes en couple ou pas actuellement, vous, Christian ? Alors, j'étais en couple, je suis divorcé depuis 3 ans, mais nous avons été mariés 40 ans et on avait attendu 4 ans avant de se marier. Ah oui, mon ex-épouse était très jeune. Donc, voilà. Et puis donc, pourtant, tout allait bien. Tout ce que vous disiez tout à l'heure sur les fondations du couple, pour moi, on les avait. Pour moi, on s'aimait toujours. On faisait toujours l'amour. Moi, j'étais en retraite, donc je faisais les cours, je ramenais des fleurs. Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes séparés ? Elle est partie et elle m'a dit « je ne t'aime plus comme avant ». Alors je dis « mais j'ai essayé de savoir pourquoi, mais j'ai jamais su pourquoi ». C'est normal, on n'aime pas quelqu'un de la même manière 40 ans après. Non, mais alors, parce que quand on divorce, à mon avis, on reproche à sa moitié quelque chose qui nous plaît pas, ou tu fais plus ça, et pourtant on avait des choses en commun. On chantait dans une chorale, on allait promener notre chien, voilà, elle avait un jardin, s'occupait des fleurs, elle avait une maison à la campagne. Oui, c'est curieux là. Ouais. Et elle est partie, elle m'a tout laissé.
Bah, il y a peut-être quelqu'un quand même là derrière, non? C'est possible. Non, non. Vous êtes Pas de sûr? personne. Ah, certain. D'accord. Certain. Alors, bon, je pense savoir pourquoi, mais c'est quelque chose qui remonte à... Il y a un mal-être à ce moment-là. Ouais, et il y C'est avait ça, quelque ouais. chose... Ouais, elle a subi quelque chose avant qu'on se connaisse. Un abus. Et... Ouais, et elle a pris ça dans la... Je veux pas dire dans un gros mot. Dans la tête Oui. lors de son opération de l'utérus. Et je pense qu'elle ne veut plus qu'un homme la touche. Ce qui est dommage, c'est que elle n'ait pas accepté de parler parce que vous avez dû essayer. Oh, j'ai essayé, j'essaye encore, hein, vous savez. Pour moi, c'est... Non, mais ce que je dis, c'est triste parce qu'en fait, vous payez quelque chose dont vous n'êtes absolument pas responsable. Et ensuite, c'est triste parce que je pense qu'elle ne se fait pas du bien en plus en vous ayant quitté, parce que vous étiez un couple qui fonctionnait et vous auriez pu être un appui pour elle, bien sûr. Bien Et sûr. vous n'avez pas de réponse, mais elle n'en a pas non plus, parce que quand c'est comme ça... oui, je sais qu'elle a vu, quand elle est partie, elle a vu un hypnotiseur, donc je pense, parce qu'elle devait effacer des choses de sa mémoire. Mais bon, ça l'a pas fait revenir pour autant. On n'efface jamais des choses de sa mémoire, c'est curieux ça. Oui, non mais... D'accord. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez, j'ai pas le souvenir de ce que vous aviez dit. Vous êtes resté longtemps marié. Vous avez 40 ans de mariage. Vous avez des enfants? Oui, 3 enfants, 2 petits-enfants, encore un futur petit-fils en commun à venir, là. Et depuis 3 ans, vous êtes divorcé depuis 3 ans, séparé peut-être un petit peu auparavant. 2 ans avant, parce que moi j'ai refusé le divorce. Donc ça fait 5 ans. 5 ans. Et vous vous voyez depuis ou pas du tout? Oui, bien sûr, on se voit, on s'envoie des messages, parce que bon, comme elle est assistante vétérinaire, donc elle s'occupe encore de nos chiens, de notre chat. Mais est-ce que, Christian, actuellement, vous avez des relations assez amicales, presque, je dirais? Ah oui, bien sûr. Oui, mais oui. on s'est jamais engueulé, hein. Non, mais ce que j'entends, oui, mais j'entends bien. En fait, ce qu'elle a fait, c'est une sorte d'acte totalement idiot, parce que ça n'a pas de sens. Mais en même temps, vous ne pouvez absolument rien faire parce que vous êtes rejeté comme étant le mal avec un oui, quoi. enfin, moi j'entends dans le terme que vous avez utilisé, vous avez dit, et ce que vous n'avez pas compris, elle ne m'aime plus comme avant. Personnellement, vous savez, je pose 3 questions aux personnes que je vois. Je pose toujours 3 questions, lorsque je les vois notamment en couple, mais dans des séances séparées puis conjointes. Donc dans la part séparée, je vais demander, est-ce que votre couple existe? La personne dira oui, dira non. Ok. Est-ce que vous êtes amoureux? Ah oui. Et deuxièmement, est-ce qu'elle est amoureuse? Enfin, l'un ou l'autre, ok. Et ces 3 questions-là, la majorité des hommes, alors je l'ai même mis dans un livre, c'est assez stéréotypé chez les hommes. Le couple existe, oui, parce que sinon je ne serais pas là. Est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse? La plupart des hommes, ça va être oui. Quelquefois, il pourrait y avoir un non. Bon, alors ça s'expliquera. Mais en général, il va y avoir des oui. Au niveau féminin, c'est pas du tout ça. Et ça me l'a appris. Toutes les femmes vont dire exactement ce qu'elle vous a dit. Je n'aime plus comme avant. Ou je ne t'aime plus de la même façon. Parce que le sentiment féminin est assez fluctuant. Et la plupart du temps, à l'insu de la personne, car c'est une personne peut-être qui s'interroge pas beaucoup. Hein, comme vous dites, elle n'est pas allée voir un psychothérapeute, elle est allée voir un hypnotiseur en attendant que la personne, en imposant telle ou telle chose, trouve peut-être une solution. Et donc, c'est une réalité qu'elle s'est rendue compte que ça s'est étiolé et que je t'aime plus de la même façon et que c'est fini. Et là, c'est compliqué parce qu'elle se trouve sûrement dans un isolement, puisque si elle parle pas, si elle a personne, et vous vous trouvez sans réponse. C'est quand même extraordinaire que vous soyez 5 ans après votre séparation, toujours très aimant, parce que vous êtes toujours amoureux, j'allais dire. D'une façon différente, certainement.
peut-être, mais moi, j'ai pas changé, quoi. Mais oui. Non, mais ce que je trouve beau, Christian, c'est qu'au fond, vous n'êtes pas en colère, vous ne lui en voulez pas, vous acceptez parce que quelque part, au fond, le lien est encore là, quoi, j'ai envie de dire. Oui. Oui, et puis on y croit toujours, hein. Je veux dire, il faut jamais dire jamais. Et ce que je comprends pas, c'est qu'elle est partie. Elle a pris quelques affaires personnelles, mais c'est tout. J'ai toujours ses bijoux. C'est comme si elle était toujours là, en fait. C'est qu'une partie d'elle est partie, et peut-être une autre partie. Et vous savez, Christian, on en parlait encore hier de cette fameuse dissociation qui se passe quand les femmes ont été abusées et qu'à un moment donné, tout d'un coup, elles n'ont pas encore fait vraiment le travail. Il y a une partie d'elle qui est partie, oui. La partie blessée d'elle est partie. L'autre partie est encore là, en quelque sorte. Et donc, moi, ce que je peux vous conseiller, oui, c'est de maintenir ce lien. Et puis, si vous avez l'espoir de peut-être revivre ensemble et que ça vous aide, tant mieux. L'important, c'est que ça ne vous fasse pas trop souffrir. Quelqu'un, actuellement, j'ai rencontré quelqu'un. On se voit pas tout le temps, chacun chez soi, mais j'éprouve pas d'amour. Voilà, non, mais vous avez raison raison aussi de vivre votre vie. Vous n'avez pas à l'attendre spécialement non plus, parce que c'est pas sûr du tout qu'elle revienne. Merci en tout cas, Christian, merci beaucoup. Christian. J'aimerais bien, si vous n'avez pas envie d'être en couple, que vous nous appeliez pour nous dire pourquoi, au 0826 300 300, ce serait tout à fait intéressant. Après les infos, on va parler d'un des premiers sexologues, grâce à vous, Philippe Breneau. Et puis vous me donnerez la réponse également de cette devinette. Quel est le comble pour un astrologue ? Vous avez le temps des infos pour me trouver cette réponse. Ce soir, Sud Radio sera en direct. Et puis le foot avec la suite de la 4e journée de la Ligue des Champions. Après la défaite du PSG et la victoire de Monaco hier soir, Marseille est attendu sur le terrain. L'OM reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame. Les Marseillais courent après leur 2e victoire dans la compétition. Coup d'envoi 21h. Voilà pour l'info. Passez une excellente après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous parlons du couple aujourd'hui avec Philippe Breneau qui est avec nous, et je vous invite évidemment à venir m'en parler de votre couple ou de votre trouble, parce que c'est Vanessa dans un instant qui va nous raconter comment elle vit en trouble. Et donc ça sera certainement très intéressant. Mais d'abord, je voudrais la devinette, la réponse à ma devinette. C'est quoi le comble pour un astrologue ? Comme les astrologues font des prédictions des astres, c'est de pas prédire des désastres. Non, je sais pas, j'avoue. Alors le comble pour un astrologue, c'est d'être mal luné. Voilà. Magnifique, Brigitte, je cherchais. Non, mais c'est pas facile à trouver. Alors justement, je voulais dire un mot de ce livre qui vient de nous arriver, qui est de Gianpaolo Furgioli. Je ne sais pas, je dois écorcher son nom parce que c'est un nom italien sans doute. Et c'est un livre sur le père oublié de la sexologie. Vous avez fait la préface. Alors, il s'appelle Hirschfeld, c'est comme ça Magnus Hirschfeld. Hirschfeld, pardon. Oui, c'est quelque chose d'origine allemande, donc, et c'est intéressant, et j'invite pour les personnes qui s'intéressent à la sexologie de se procurer ce petit livre, parce que c'est vrai que c'est un homme que moi personnellement je ne connaissais même pas, et qui a quand même était un peu en avance sur son temps, osons le dire. Voilà, il a été, en un mot, il a été très en avance sur son temps. On est au début du XXe siècle. Les contemporains de Freud, d'ailleurs, ils se connaissent, sont tous psychiatres, s'occupant, lui, vraiment de sexualité. Et il va déculpabiliser l'homosexualité. Et il va même, ce que dit justement Gianpaolo, l'auteur, vraiment montrer ce que l'on ne comprenait pas à l'époque, la fluidité des genres, le fait qu'il y a des problèmes d'identité, d'orientation du troisième sexe. Pour la première fois, oui. Il va monter l'Institut de sexologie à Berlin, qui va être ensuite détruit le premier centre de sexologie en 1919. 1919 et donc jusqu'en 39, pendant une vingtaine d'années. 36, je crois, oui. Ou 36, il va être détruit
par les nazis qui vont condamner bien sûr l'homosexualité, mais condamner tous ceux qui s'en occupent. Et oui, c'est un progrès. D'ailleurs, toute la sexologie s'est appuyée. Et ce que je trouvais intéressant aussi sur cet homme, Hirschfeld, pardon, c'est que on voit tout le temps quand les gens s'intéressent et défendent notamment l'homosexualité et même le genre, hein, mais les trans d'ailleurs, il y a aussi toujours parallèlement un combat pour, par exemple, il se bat aussi pour l'avortement. Oui. Tout ça est toujours très lié, hein, c'est-à-dire que la liberté intime, c'est aussi une liberté pour les femmes, et c'est pour ça que c'est intéressant toujours de le remarquer. Dans le XXe siècle, d'ailleurs, la libération de l'homosexualité, enfin le fait de la rendre visible, ne s'est faite que par le combat pour le féminisme. Les deux étaient très liés, et Hirschfeld a été un des premiers à être moteur vraiment de ces deux avancées qui ont transformé notre société. Eh bien, rendons-lui hommage. C'est dans les cahiers de psychanalyse que vous pouvez vous procurer cet ouvrage. Alors, le trouble, oui, on en parle avec vous, Vanessa. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Non, Brigitte, c'est moi, et c'est à moi qu'il faut parler, bien sûr, il faut m'appeler. Et Vanessa, elle a répondu à mon appel, et elle nous parle de son trouble. Donc, vous allez partager, vous allez aller vivre avec un couple, et donc vous vivrez à 3. Hein, c'est bien ça, dans le même lieu. Alors, c'est le même lieu, on va être le même lieu. C'est une maison où j'aurai ma partie à moi, individuelle, comme si c'était un appartement, pareil. Oui. Et monsieur et madame sont mariés, leur partie à elle, avec une partie communicante entre les deux. Voilà. Je n'ai accepté à la seule condition que, justement, j'ai mon indépendance quand même. Voilà. Parce que j'ai besoin de cette indépendance. J'ai eu une vie de couple, hein. D'accord, donc vous n'allez par exemple, parce que parfois dans les troubles, on partage le même lit, on dort à 3 dans le même lit, ce qui ne sera pas votre cas. Alors, je passerai une partie de mon temps avec eux, mais pour moi c'est déjà très compliqué de dormir avec une seule personne, alors avec 2 c'est encore plus compliqué. Surtout si vous vous retrouvez au milieu. Depuis combien de temps? Depuis longtemps? Ça va faire bientôt 2 ans. On est en relation. Voilà. Donc, on va concrétiser parce qu'ils me l'ont proposé, ça faisait un petit moment déjà. Mais comme les travaux de la maison n'étaient pas terminés, voilà. On attend que les travaux soient terminés dans leur partie à eux pour que je puisse aménager après tranquillement. Voilà, d'accord. Voilà. Et c'est une demande de leur part, je suppose? Oui, tout à fait. Que j'ai étudié, hein, j'ai pas dit oui de suite. Voilà, j'ai d'abord voulu voir ce que ça pouvait donner déjà sans être les uns trop sur les autres. Et puis, c'est vrai que malheureusement, je me vis tellement trépidante que moi-même, je trouve que je passe pas assez de temps avec eux. Et ça me manque un peu quand même de partager, ne serait-ce que de manger ensemble, faire des sorties, partager du temps, quoi. Mais par exemple, ça vous arrive d'aller tous les 3 ensemble au restaurant? Oui. D'accord, donc vous avez des choses comme ça, oui. Vous avez une vie commune? On essaye. C'est moi qui suis active et eux, ils sont à la retraite, donc c'est un peu compliqué. Ils ont beaucoup de demandes et moi, pas beaucoup de possibilités d'accéder à leurs demandes parce que pas très disponible non plus. Mais ils ont déjà vécu en trouble? Oui, parce qu'en fait, la maison, quand ils l'ont fait construire, l'idée, c'était que justement, une autre dame avec qui ils vivaient depuis déjà quelques années les rejoigne parce qu'ils ne sont pas de la région. Donc, elle devait venir avec eux. C'est pour ça que la maison était construite comme ça, parce qu'elle avait sa partie à elle et eux la leur. Et finalement, elle est devenue grand-mère et elle n'a pas souhaité s'éloigner de son fils, voilà, et de ses petits-enfants. D'accord. Donc, vous allez former un trouble tous les 3. Voilà. C'est quelque chose qu'on entend plus chez les jeunes, parce que là, on voit bien donc, que c'est un couple de retraités, donc ils ne sont pas très jeunes. Mais vous êtes plus jeune, j'imagine. Oui. On a 20 ans de différence.
C'est-à-dire que tous les deux ont le même âge à peu près, et vous avez 20 ans de moins. Oui, tout à fait. D'accord. Ce que je trouve très intéressant de votre histoire de trouble, la façon dont vous le constituez, bon, même s'il l'avait d'abord envisagé avec quelqu'un d'autre avec qui il vivait pendant un certain temps, c'est que la maison est une sorte de métaphore du trouble, puisqu'ils changent de région, ils font construire une maison pour trois. Dans la configuration d'ailleurs qu'ils ont avec vous, c'est-à-dire qu'il y a une autonomie pour vous et vous vivez ensemble tous les trois. C'est vraiment intéressant comme, je dis encore une fois, la maison, métaphore du couple ou du trouble, c'est très souvent le cas. Et là, c'est particulièrement juste. Après, moi, j'en ai besoin de cette indépendance parce que comme je suis quelqu'un qui suis quand même hyperactif, qui ai besoin aussi de me retrouver seule parce que hypersensible et un peu trop en pâte, j'ai besoin des fois de me retrouver seule, de m'isoler pour me retrouver moi-même et évacuer éventuellement les émotions que j'ai ressenties des uns et des autres qui des fois me chagrinent et des fois j'ai besoin de cet isolement pour éviter justement qu'il y ait des conflits. Oui, c'est une manière finalement de vivre un peu en couple sans être vraiment en couple, de prendre la décision de vivre en couple. En tout cas, ça pourrait être une hypothèse. Merci Vanessa de ce témoignage. Merci beaucoup, On va continuer dans un instant à évoquer le polyamour avec Marie qui a priori n'est pas contre, mais n'est peut-être pas si pour que ça. Elle nous raconte ça dans un instant. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Philippe Bruno, nous allons maintenant parler un peu du polyamour avec vous, Marie, mais vous êtes pas spécialement contre, mais c'est pas pour vous non plus, hein, il me semble. Bonjour Brigitte. Bonjour Marie. Alors écoutez, moi je suis en couple et mariée, je vais sur mes 40 ans. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours eu une vision du couple traditionnelle, pas du tout dans le rôle de la femme, mais vraiment le couple uni, fidèle. Et c'est vrai qu'au fil de mes rencontres amicales, au fil de la vie qui avance, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le bonheur de tout le monde. J'ai rencontré des amis en couple qui avaient des aventures extra-conjugales consenties par les deux, justement des troubles comme vous expliquiez avant. Et je suis assez contente d'avoir pu discuter de tout ça, parce qu'aujourd'hui ma vision, alors elle a évolué, on va dire. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est pas finalement cette vision de couple traditionnel. C'est vraiment l'accord et l'entente et l'envie des deux, que tout le monde soit pris en compte. C'est un peu bateau, mais c'est pas la même chose. Mais ça, c'est ce que vous dites, on l'entend de plus en plus, hein, ce besoin, peut-être pas de transparence, parce que le mot est trop fort, mais alors qu'avant, il n'était pas question de dire quoi que ce soit si on allait voir ailleurs, par exemple. Oui, c'est vrai que souvent, tu fais ce que tu veux, mais je ne veux pas en entendre parler. Et c'est assez nouveau, et notamment dans les très jeunes générations, ils disent on se dit tout. Est-ce que, il faudra le voir avec le temps, est-ce que tout dire permet un meilleur équilibre? Alors, j'en suis pas sûr. Je suis d'accord avec vous. Alors, c'est vrai que autant mon mari que moi, on n'a pas bougé nos lignes sur l'envie, la fidélité. Mais par contre, je pense qu'il faut chacun aussi avoir sa vie à l'extérieur, sans être non plus totalement fermé à tout. Et tant qu'il y a la confiance, moi j'ai des amis par exemple qui, pour elles, c'est hors de question que leur mari parte en week-end avec des amis. Moi, je trouve ça totalement abominable. Pourtant, j'ai cette vision vraiment, encore une fois, traditionnelle. Mais pour moi, chacun doit pouvoir avoir sa vie et que voilà, on puisse s'épanouir aussi chacun de son côté pour mieux se retrouver. Et ça, plus jeune, je ne pouvais pas l'entendre.
Mais je crois que c'est le terme possession là qui mérite d'être dit pour comprendre la différence, parce que vous avez envie évidemment que votre couple soit sexuellement unique et ça me semble être le cas pour lui aussi, donc voilà. Mais en revanche, vous ne considérez pas que vous le possédez et vous lui autorisez tout à fait d'avoir des échanges avec des amis ou même du plaisir au sens large du terme avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas en train de vous penser que vous êtes l'unique personne qui peut lui apporter la vie et le bien-être. C'est totalement ça, et j'irai même plus loin. Je pense que le jour où je considérerai ça, c'est que mon couple sera mort, parce que ça nous oblige finalement à toujours vouloir être dans une espèce de séduction, de vouloir faire plaisir à l'autre. Parce qu'on sait que de toute manière, que je l'autorise ou pas, entre guillemets, déjà j'ai pas l'autorisé, mais imaginons que je doive l'autoriser ou pas à avoir sa vie à côté, si on veut tromper quelqu'un, on trompera toujours le moment. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que la liberté et moi je dirais même la fidélité, c'est certainement pas de tout se dire. Là, je reviens sur ces termes-là et ce que vous évoquez. Parce qu'aujourd'hui, on entend ça. Alors, d'abord sur les réseaux sociaux, mais enfin, ils sont souvent dits de façon émotionnelle par des très jeunes qui ont une habitude qui est très surprenante. Moi, je l'ai vu de quelqu'un, une jeune fille qui me racontait que elle trouvait ça très bien. D'immédiatement, on se dit strictement tout ce qu'on a vécu. T'as eu combien de partenaires? Oui, c'était bien avec ceci, et tu faisais cela, et tu faisais... et je crois qu'il y a plus de mystère à ce moment-là. Parce que la fidélité, c'est justement... On sait que l'autre respecte, mais on ne dit pas tout. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses secrètes, mais il n'y a pas de raison de le dire, parce qu'à ce moment-là, on existe. Mais c'est compliqué. De quelle façon le couple va tenir en n'ayant aucun... mais c'est pas secret, en ayant tout dit. Jardin secret, en tout cas. Oui, mais je pense que cette envie de transparence qui est très fréquente chez les très jeunes, c'est un manque de maturité, tout simplement, parce qu'on a l'impression que tout est possible à entendre et à dire, et puis tout d'un coup on entend quelque chose et ça fait mal, et on se dit... C'est un manque de maturité, Brigitte, mais c'est aussi une sorte de règle de l'époque, puisqu'on vous le dit qu'au niveau politique, à tous les niveaux, il faudrait avoir une transparence partout. Oui, mais je pense qu'on est dans une société actuelle un peu immature. Je suis d'accord. On demandait hier, je sais pas quoi, j'entendais à l'ambassadeur de France en Iran, mais pourquoi vous ne dites pas tout? Pourquoi vous n'êtes pas transparent sur la libération des otages? Vous avez fait quoi? Il explique qu'il y a de la diplomatie et on ne dit pas forcément tout. Mais la personne qui l'interviewait trouvait qu'on devrait tout dire. Oui, mais on est dans une... on a aujourd'hui des repères qui sont très immatures. Je suis désolée. On voit bien, on laisse les enfants avec le droit de tout choisir. On voudrait une sorte d'horizontalité qui n'existe absolument pas. Et donc c'est pour ça qu'on voudrait cette transparence. On serait tous absolument égaux. On n'accepte plus que des hommes et des femmes soient différents. Bref... La liste est longue. Hein. Est-ce qu'on serait mieux en étant tout transparent? Mais je pense pas. Peut-être qu'on se verrait pas. Vous voyez, on serait transparent, on se verrait pas. Donc je pense que si on était tous transparents, tout le monde serait pour tout le monde, parce qu'on a tous fait un jour quelque chose dont on a très honte et qu'on n'a dit à personne. Non, mais en plus on ment sans arrêt, sans même s'en rendre compte. Oui, on est des êtres qui mentons parce que ça fait partie de notre nature. Oui, et puis je crois, Marie, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ces petits non-dits. C'est aussi ça qui fait qu'on désire encore l'autre. S'il était totalement transparent, je crois qu'il ne nous intéresserait plus. Oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, on en a rien. On a 3 enfants, mais on a encore cette petite étincelle qui serait perdue, comme vous dites, je pense, si je savais tout de lui. Heureusement qu'on a de l'épaisseur. C'est comme ça qu'on n'est pas transparent. En ayant une certaine épaisseur, on ne peut pas voir à travers. Exactement.
Merci Marie de votre beaucoup. témoignage en tout cas, et on continue bien sûr à se poser ces questions-là. En tout cas, ça va être le moment du sexo-conseil. Et figurez-vous que les sexologues ont des règles pour améliorer la sexualité. Et j'en ai trouvé 10 que je vais vous proposer dans un instant. Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, vous êtes sexologue, Philippe Breneau. Vous me direz quelle est la règle d'or, quelle est la vôtre pour améliorer sa sexualité. Alors, ce sont des règles qui viennent aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein. Oui. Alors, d'abord, la première règle d'or, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'éducation sexuelle pour pouvoir être en harmonie sexuellement. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas comment fonctionne un homme si on est une femme, ou comment fonctionne une femme si on est un homme. Et comme ça ne fonctionne pas de la même manière, c'est important qu'il y ait un minimum d'éducation à la sexualité. Et quand je parle de cette éducation à la sexualité, je ne parle pas de la contraception, des IST, etc. Je parle de comment fonctionne un homme. Oui, en France aujourd'hui, il y a à peine un minimum. Il n'y a pas grand-chose. À peine, absolument. Le manque de spontanéité dans le plaisir, on s'observe, on s'attend, et alors que non, il faut être dans le ressenti, dans le lâcher prise pour avoir. Et ça s'apprend effectivement aussi. Alors les lacunes graves dans la connaissance de sa propre anatomie. Donc on revient un petit peu avec la question de l'éducation à la sexualité. Le manque d'activité des femmes qui sont trop passives. La femme très souvent ne sait pas bien utiliser son corps, alors qu'il y a des tas d'exercices, notamment qu'on apprenait aux geishas à une autre époque. Toutes les traditions ont essayé de freiner les femmes. Pas d'initiative, sinon vous êtes prostituée. Alors qu'on sait que l'activité que la femme va va lui permettre d'augmenter son plaisir. L'importance de la sensualité, qui est souvent négligée. L'importance de la masturbation. Il faut se débarrasser de la honte ou de la culpabilité qui reste encore par rapport à la pratique de la masturbation. Le manque de communication entre les partenaires, puisque on ne sait pas si ce que aime l'autre, etc. Et puis, évidemment, l'importance du clitoris dans le plaisir féminin, qui est encore malheureusement un grand oublié de la sexualité. Moins chez les jeunes quand même, ça avance quand même bien chez les jeunes femmes aujourd'hui, mais voilà, donc il y a encore du boulot, Philippe, vous n'êtes pas à la retraite. Mais c'est très intéressant que vous rappeliez tous ces 10 points. Il y en a un, moi, que je trouve essentiel, et on le dit jamais, c'est la sensualité. Quand si les auditrices, auditeurs ont une difficulté dans la sexualité, revenez à la sensualité. Si on développe la sensualité, la sexualité s'améliorera. C'est la source mais c'est vrai que c'est pas entendu, parce que tout de suite, il va y avoir de l'excitation, qu'elle soit masculine, féminine, mais souvent masculine, qui fait que ça interrompt la sensualité. Passer une heure à vous caresser, à vous toucher doucement. À vous goûter. Exactement. Bien sûr. Bon, et je peux vous aider peut-être grâce à Passage du Désir, parce qu'avec ce pack de 5 jouets, dont des accessoires Passage du Désir, il y a de quoi développer votre sensualité. Bien sûr. Et si vous avez envie de le gagner, ce pack de 5 jouets, dont des accessoires Passage du Désir, qu'est-ce que vous faites ? Vous envoyez un SMS, vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Bonne chance à tous. Alors, Caroline maintenant nous retrouve. Et c'est intéressant ce que vous allez nous dire, Caroline. Parce Bonjour, que ça Caroline. Revient un peu à ce que Philippe Breneau nous annonçait en début d'émission. On se met en couple parce qu'on voit ses parents, on voit les gens se mettre en couple. C'est un peu ça, Caroline. Oui, bonjour. Bonjour Caroline. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, moi, ça a été le cas. Je me suis mise en couple assez jeune. Donc, juste avant, j'avais eu une histoire assez violente avec quelqu'un. Et du coup, après, alors, est-ce que ça a été pour me protéger ou par sécurité ? Mais je me suis mise en couple pendant 16 ans avec quelqu'un dont je n'ai jamais été amoureuse, en fait, et qui me paraissait gentil, tout simplement. Donc, ça m'a suffi pour me protéger. Et en même temps, un petit peu le regard de pourquoi je me suis mise en couple, je n'étais pas obligée, au regard des gens, des fois, pour exister, pour dire, moi,
j'ai une vie comme tout le monde, et alors que c'est peut-être pas spécialement ce qu'il fallait. Mais est-ce que vous pourriez dire que vous êtes mis en couple aussi pour fuir votre famille ? Oui, c'est possible, parce que au niveau géographiquement, c'était quand même assez loin. Je suis partie pour quelques jours, en fait, et avec une cousine, et du coup, j'ai dormi chez cette amie qui est de la cousine, et j'en suis jamais repartie. Ouais, donc voilà, on part pour quelques jours et en fait on revient pas, donc il y a un effet un peu Vous aviez au fond de vous-même, oui, il y avait certainement une envie de ne pas y retourner. Oui, puis un côté peut-être innocent, insouciance en fait parce que c'est pas commun de partir comme ça et de pas revenir. Mais ce que vous dites, vous voyez, Caroline, c'est intéressant parce que ça montre bien aussi à quel point la société depuis 30 ans a changé. C'est-à-dire que je ne pense pas aujourd'hui que les jeunes filles, enfin quelques-unes peut-être encore, mais les jeunes filles se sentent obligées de se marier pour se sentir exister, pour se sentir. Vous, on entend bien que c'était un statut que vous vous donniez au fond. Si vous êtes marié, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien. Et rappelons-nous, dans les années encore 80, les femmes qui n'avaient pas encore été mariées à 25 ans, elles coiffaient Sainte-Catherine. C'était une sorte de tare, comme si on ne voulait pas d'elles, quoi. Ah oui, c'est tout à fait ça. Oui, parce que tout en restant sans être amoureuse, pour dire il est gentil, un peu c'est moi je suis quelqu'un de bien, je suis avec quelqu'un en fait. C'est vrai que de ne pas être en couple à une certaine époque, on passait un petit peu pour... elle n'est pas stable, parce qu'elle vit toute seule, elle n'est pas stable. Oui, personne n'a voulu d'elle. Oui, alors il y a d'un côté la distance qui vous permettait peut-être d'être plus tranquille, mais il y avait quand même sûrement des avantages, même comme vous disiez, même si vous n'étiez pas amoureuse. Est-ce que il y avait quel avantage? C'était quoi? C'était un protecteur? Le fait, en fait, peut-être que comme la relation que j'avais eue avant avec quelqu'un de très violent physiquement, du coup, la cousine connaissait cette personne après, et de me dire, lui, il te fera jamais de mal. Donc, en le voyant, je passais vraiment du coq à l'âne, quoi. Et de quelqu'un, mais de très, très introverti, et puis aucun intérêt envers moi, en fait. Donc, c'était pas grave, puisqu'il n'allait pas me faire de mal. Oui, c'est peut-être exactement ça que vous avez trouvé. C'était au contraire, vous êtes mis avec la personne avec qui vous sentiez que vous ne risquiez rien. C'est ça. Il était inhibé, et sûrement ce que vous n'avez pas trouvé, c'était le fait qu'il soit proactif pour venir vers vous en tant qu'amant, en tant qu'amoureux. Non, vous aviez choisi quelqu'un qui ne... Vous n'aviez pas terminé l'histoire précédente, dans le fond, parce que c'est pas facile de se défaire d'une emprise violente. Vous avez cherché quelque chose qui vous en protège alors c'était terminé. C'était l'histoire précédente. Peut-être que vous l'aviez pas dépassée. C'est possible. C'est possible, parce que ça m'a. Je suis restée longtemps avec cette histoire-là, longtemps dans ma tête, avec de la culpabilité et avec du pourquoi être autant attaché à quelqu'un qui nous violente, et pas réussir à s'en défaire, parce que c'était un petit peu ça à l'époque. Donc et ça m'a poursuivi. Mais oui, mais Caroline, j'imagine quand même que cet homme avec qui vous avez souffert et qui a été violent, il y a eu un moment où c'était bien, tout au début. Oui, après j'étais jeune, j'avais. Oui, bien sûr. Non, mais ce qu'il faut que vous compreniez, et ça, je crois que c'est vraiment important que on ne le dit pas assez souvent. Quand il y a eu quelque chose d'extraordinaire avec dans une relation, généralement c'est souvent aussi très sexuel, très fort. Il y a une sorte de mémoire qui nous pousse à revivre ça.
Et malgré ce que vous avez vécu ensuite de violence et de souffrance, il reste ce petit noyau merveilleux que vous avez vécu, qui vous donne envie d'y retourner. Oui, c'est possible. Sauf que c'est vrai que le fait d'être avec quelqu'un de si gentil, de si inintéressant, du coup... c'est fade. Mais voilà. Mais voilà. Donc, voyez bien. Pas dangereux, mais c'est fade, voilà. Mais c'est ça qui est important à comprendre. C'est pour ça qu'on a parfois tant de mal à quitter quelqu'un, alors qu'on sait très bien que c'est toxique, que c'est pas bien, parce qu'il y a ce souvenir des moments merveilleux. Et c'est ce qui fait qu'on est dans l'addiction, que certaines personnes n'arrivent pas à sortir de l'addiction. Et c'est vraiment ce qu'il faut arriver à comprendre. Et quand on est dans des situations où on n'arrive pas à se libérer d'une relation où on sait pourtant qu'il faut s'en aller, eh bien, il faut sans arrêt se répéter ce qui va pas bien, pour déconnecter de ce qui a été merveilleux. Déconstruire un petit peu, mais vous n'aviez pas de réponse, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'apparemment, vous posiez toujours des questions, vous n'avez pas eu de réponse à pourquoi il y a eu tant de violence. Et si, peut-être. Oui, j'ai eu les réponses un peu plus tard, en fait, en me disant que j'avais tout simplement reproduit ce que j'avais vécu. Voilà. C'était un schéma. Oui, enfin, vous avez choisi quelqu'un qui vous a fait revivre de la violence, mais vous n'y êtes pour rien. C'est encore une fois, vous n'étiez qu'une victime, et celui qui est pour quelque chose, c'est celui qui est violent. Tant qu'on est dans la répétition, c'est qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Et donc, ça y est, vous avez compris. Merci Caroline, merci de votre témoignage. On va faire une petite pause et puis on va conclure aussi avec le nombre de pourcentage de mariage pour tous. C'est intéressant parce que le chiffre va peut-être vous surprendre, Philippe Bruno. Les Chevaliers du Fiel et Sud Radio. Philippe Bruno est avec nous. On parlait du couple et je voulais quand même, pour conclure, qu'on parle un tout petit peu du mariage pour tous, qui là aussi a fait bouger beaucoup les choses. Ça a révolutionné beaucoup et puis maintenant c'est en place et maintenant on n'y voit pas de difficulté. Oui, c'est rentré dans les mœurs et pourtant qu'est-ce qu'il y a eu comme gens qui ne voulaient pas du mariage pour tous. Et que la vie serait catastrophique après, mais pas du tout. Comme si tout le monde... Enfin bref. Mais peut-être parce que dans l'idée des gens, le mariage c'est encore fait pour former des familles, alors que le mariage, pour la plupart des gens qui sont homosexuels et qui se sont mariés, c'était plus par amour. Alors, puis ça a permis que beaucoup de gens soient très bien, beaucoup d'homosexuels trouvent leur place et ça n'a pas gêné les autres. Ce qui est intéressant quand on regarde les chiffres, il y a à peu près actuellement encore 7% de mariages entre couples homosexuels par rapport à la population générale, 7%. Oui, et c'est intéressant parce qu'on arrive à un chiffre un tout petit peu supérieur au pourcentage de personnes qui sont homosexuelles, mais on voit ce chiffre qui est en train de baisser. Ça veut dire qu'il y a eu, après le mariage pour tous, qui date de 2013, une augmentation de mariages qui petit à petit va forcément se stabiliser puisque il est autorisé depuis plus de 10 ans. Maintenant, ça fait, Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la part aujourd'hui de mariage homosexuel dans les PACS est, comme vous le dites, elle est faible par rapport à l'ensemble. C'est des non-homosexuels aussi qui se marient beaucoup. PACS, oui. Qui se PACS. Oui, c'est un peu les fiançailles aujourd'hui, le PACS, pour beaucoup de gens. On se paxe et puis si ça va bien, après on se marie. C'est un petit peu ça. Moi je trouve ça moins romantique que les fiançailles, mais bon, c'est une façon. Peut-être qu'il faut des étapes. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une étape. Tiens, c'est une transition. Il n'y a plus de fiançailles, ou il y en a très peu. Très très peu. Pourtant c'est joli une bague de fiançailles. Oui, vous êtes vénéel. Moi totalement. Totalement. Plusieurs bagues, voilà. C'est bien connu. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous, bonjour. Alors, vous avez divorcé, vous étiez marié, vous avez divorcé et vous êtes à nouveau en couple depuis quelques années maintenant. Oui, j'ai divorcé
au bout de 5 ans de mariage et après 25 ans de vie commune, pour dire que c'était une drôle de situation. Ah, ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le mariage, surtout quand on vit depuis très longtemps ensemble, ça change quelque chose. Absolument. Ah ouais, je sais pas. Oui. Si, je vous assure, et Philippe est d'accord avec moi. Et 25 ans de vie commune dans lesquels vous habitiez au même endroit ou pas ? Tout le temps au même endroit, oui. Et alors, est-ce que le mariage a été... Pour quelle raison le mariage a été décidé ? Parce que je connais souvent le cas où on se marie parce qu'il y a la crainte de l'un qu'il y a un éloignement qui a commencé. Non, je voulais juste, c'est peut-être un petit peu, ça va peut-être vous sembler idiot, mais je voulais juste donner une légitimité à notre couple pour mes enfants, voilà. J'estimais que même le Pax à l'époque, attendez voir, est-ce que ça date de quand le Pax ? Alors le Pax, ça date avant le mariage pour tous, ça doit être 2018, un petit peu avant 2000. Un peu avant 2000, donc, d'accord. Oui, on aurait pu se paxer, effectivement. Bon, on a décidé de se marier. 1999, me dit ma réalisatrice. D'accord. Merci Marie. Oui, bon, en fait, on aurait pu se paxer, mais simplement, bon, ça permettait comme on avait une maison ensemble, je voulais aussi protéger ma femme à cette époque-là. Oui, mais de toute façon, c'est un des premiers buts aujourd'hui du mariage. Hein. C'est à part le mariage d'amour, évidemment. Bon, ça c'est beau, mais sinon sur un plan légal, c'est une sécurité importante pour l'un comme pour l'autre. Hein. Et pour quelle raison aussi, puisque vous étiez longtemps ensemble, pour quelle raison il n'y a pas eu de mariage avant ? L'un des deux s'y opposait. Peut-être pas vous qui l'avez proposé, mais est-ce que peut-être qu'elle n'y tenait pas vraiment ? On avait fait on s'était déclaré vivant en concubinage à l'époque, dans les années 90, début des années 90. Ah, vous aviez fait une déclaration de concubinage. Ouais. Et ensuite, si vous voulez, on n'était pas pour le mariage, quoi, voilà. On se disait, non, on se marie pas, c'est pas la peine. Voilà. Oui, donc on entend bien deux personnes qui sont assez libres et qui considèrent un peu le mariage quand même comme une sorte de prison, d'engagement un peu trop, et peut-être que ça a justement un petit peu dérangé l'un ou l'autre, comme si tout d'un coup on ne se séduit plus puisqu'on est marié, quoi. Et puis apparemment, c'est pas vous que ça gênait. C'est elle, bien sûr, oui. C'est ça. Ça me gênait moi aussi, parce que ce que je reprochais au mariage, c'était que c'était très formel. Et j'avais pas envie de mettre notre relation dans quelque chose d'administratif. Voilà, c'était quand même une belle relation. C'était une belle relation, donc voilà. Je voulais pas que ce soit formalisé par un acte en mairie, quoi. Voilà. Et vous pensez que c'est en partie le fait de se marier qui a contribué à l'éloignement, ou il y a eu d'autres choses ? Non, il y a eu autre chose. Il y a eu un troublion qui est venu s'immiscer dans notre vie amoureuse. Et donc, voilà, et bon, c'était une période un petit peu de folie pour elle. Donc, et puis bon, elle a décidé de s'en aller, quoi. Voilà, et puis. Voilà, bon, le problème, c'est qu'il y avait 2 enfants quand même au milieu, dont un en pleine adolescence, donc ça a été des souffrances pendant des années, et c'était très dur pour eux, pour les enfants. Maintenant, ça va bien mieux, ils s'en sont sortis, heureusement, comme souvent c'est le cas, heureusement. Mais c'est resté une blessure. La blessure pour moi, c'est pas tellement d'avoir souffert, de me retrouver tout seul, parce que pendant 7 ans, j'ai eu quasiment aucune liaison. La souffrance, c'était de voir mes enfants malheureux. Ça a été terrible pour moi. Parce que j'avais pris un engagement, quand j'ai décidé d'avoir des enfants, j'avais pris un engagement, jamais. Alors bien sûr, je les ai jamais abandonnés, bien entendu, mais on avait décidé d'avoir des enfants parce qu'on pensait que notre relation était stable et puis que ils risqueraient jamais de se retrouver avec. Oui, mais enfin, Pascal, j'entends bien que vous lui en voulez un petit peu et vous avez le droit, mais en même temps, on entend un petit peu quand même. Mais ils étaient grands, vos enfants. Le dernier était adolescent. Le dernier avait 15 ans et la
petite, enfin 14 ans, et la petite, elle rentre en 6e, donc elle va avoir 10-11 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord, oui. Non, d'accord, parce que je croyais que le plus grand était... Et vous êtes culpabilisé parce que vous dites il y a un trublion qui est arrivé, oui, mais quand le couple est très très solide, le trublion, il s'approche pas trop. Est-ce que le fait du mariage a amené peut-être un relâchement de la part, parce qu'on se sent plus tranquille quand il y a le mariage? Bon, ça change, je pense pas. Vous n'êtes pas culpabilisé il datait d'avant, quoi. Il n'y a pas eu vraiment un relâchement à la date du mariage. Je me suis pas dit, bon, ça y est, maintenant t'es marié, non, bien tu sûr. peux faire ce que tu veux. Non, plus du tout. Mais voilà, bon, je pense que le relâchement... Mais en même temps, vous étiez ensemble depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans, oui. Donc on en arrive toujours à la même chose quand on voit la moyenne des couples qui vont bien, parce qu'il y a des tas de couples qui restent ensemble et qui vont pas bien. On dit que c'est 15-18 ans maximum, donc 20 ans, peut-être que le couple était usé et vous aviez fait tout ce que vous aviez pu faire ensemble et elle avait besoin de quelqu'un d'autre pour vibrer à nouveau. Certainement, je l'ai compris, mais je l'ai compris après. Si vous bien sûr, ça fait ça fait toujours mal. Faut pas se raconter d'histoire. Ah oui, ça fait mal. Oui, moi, ça m'a fait très mais bien mal. sûr, bien sûr. Oui. Mais oui, non, mais bien sûr, il y a quelque chose comme ça. Et puis bon, après tout, c'est normal. C'est normal. C'est pas quelque chose qui devrait arriver, mais c'est quelque chose qui peut arriver, voilà. Bien sûr. Mais donc là, vous êtes à nouveau en couple depuis combien de temps? 7 ans. Depuis 7 ans. Bon, ça va, vous avez encore 13 ans de bon. Ça va. Allez, non, soyez pas désespérés, c'est très bien. Moi, on prend de risques. Oui, ça c'est certainement très juste. Enfin, sauf que plus on vieillit, plus on peut perdre l'autre de manière définitive aussi. N'oublions pas ça. Bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'il faut faire très attention à la baisse du désir féminin. Ça a été montré, il y a beaucoup de travaux très solides. Il y a notamment une cohorte de 1500 couples qui est suivie en Suisse, et on voit très bien sur des tranches d'âge de 5 en 5 ans, le désir masculin bouge très peu. C'est très très curieux quand on voit une grande cohorte comme ça, et le désir féminin s'atténue beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens de le réassurer parce qu'ils ne sont pas de même nature. Vous avez raison, bien sûr. Bien sûr. Et si vous voulez, ce qui se passe souvent, c'est qu'arriver autour de la scène, le désir féminin se diminuant, et le désir masculin restant toujours un petit peu au même niveau, et bien souvent les gens se séparent à ce moment-là, et les messieurs choisissent de vivre avec quelqu'un de plus jeune, et ils se retrouvent avec le même problème, mais à l'envers, quand ils ont 70 ans et que la personne en a 40. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut sans arrêt se réinventer, il faut trouver des moyens, et Brigitte y contribue. On parle souvent des moyens de réactiver le couple. Il faut se rencontrer à nouveau. Bien sûr. D'une autre manière, peut-être. Peut-être. Ouais. Mais là, vous êtes, votre couple va bien. Dans ce que j'entends, j'ai l'impression qu'actuellement, ça va bien. Oui, moi je suis avec quelqu'un d'extrêmement gentil. Comme je suis quelqu'un de gentil, c'est ce qu'il me faut, quoi. Je ne me verrais pas vivre avec quelqu'un qui me voilà. Et puis bon, on arrive à un âge, si vous voulez, où les passions sont un peu derrière nous, quoi. Enfin, on est plus raisonnable, je dirais, sur on a moins envie d'aller en boîte de nuit tous les soirs, c'est sûr. Et vous avez raison. Non, mais ce qui est quand même important, et ça faisait partie de mon Love Conseil tout à l'heure, ce qui est quand même important, c'est d'avoir ensemble une passion commune ou quelque chose qu'on a envie de faire ensemble. Oui, de partager, oui, bien sûr. Même si c'est plus des trucs complètement fous, des concours de rock ou de la moto, du cross-moto, mais quand même d'avoir quelque chose qu'on continue à faire ensemble. On a besoin, quand on est en couple, d'avoir un objectif commun. De partager, des choses partagées. Il faut qu'on partage des choses, oui, pas tout. Mais il faut qu'il y ait des choses qu'on puisse partager, oui, bien sûr, oui. Pour qu'on ait un espace où se retrouver en dehors de la relation, je dirais, traditionnelle, quoi. Voilà, ouais.
Eh ben merci de ce témoignage, Pascal. Merci merci à toutes et à tous d'avoir témoigné. On a vu finalement que le couple, certes, il a évolué, mais les grandes bases finalement restent quand même toujours un peu les mêmes. Oui, il n'y a pas de grandes innovations dans le couple, hein, mais si, par contre, les innovations, c'est que la plupart des gens, c'est-à-dire vous, auditrices, auditeurs, vous réfléchissez, vous y pensez. Ce que j'évoque souvent, c'est que le couple est l'objet d'angoisse de la plupart des contemporains. C'est-à-dire, on est anxieux sur la nature du couple. On a peur on sait très bien qu'il peut s'interrompre. Donc, vous êtes plus pour toujours vigilant et on essaie d'inventer. Il faut se réinventer. Il faut réinventer un couple avec la même personne, le réinventer quotidiennement. C'est pour ça que je vous conseille éventuellement de réécouter en podcast l'émission si vous voulez. Vous pouvez aller sur toutes les applis de Sud Radio. Ça vous permettra de prendre des notes et de réussir à rester longtemps en couple si vous en avez envie. Et puis je vous conseille aussi le livre de Philippe Breneau. C'est vraiment tout à fait intéressant pour aujourd'hui. Pourquoi c'est si compliqué l'amour. Vous donnez toutes les raisons dans ce livre. C'est un de vos livres que je préfère, que je trouve vraiment formidable. De façon très rapide, parce que ça répond parce que vous avez plein de talent. Toutes les thérapies. Non, j'ai sorti ce que je pense depuis 20 ans et de tous les couples que je vois en thérapie. C'est pas difficile, c'est compliqué et c'est à nous de comprendre pourquoi c'est compliqué. Et puis notre gagnant de Passage du Désir, c'est Tristan qui habite en Vendée. Voilà. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Et demain, c'est un sujet que nous n'avons pratiquement jamais abordé et je suis ravie de l'aborder. On va parler de l'humour avec Jean-Charles Bouchefou. Est-ce que c'est important l'humour? Oui. Ben oui, on est bien d'accord tous les deux. Tout le monde le sait, mais c'est pas facile. On verra demain. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons